Bonjour à tous. Avant tout, merci d'être venus. Donc, je vais un peu compléter le portrait que Dina a dressé, notamment du marché du paiement mobile et des attentes des consommateurs. Et après, on enchaînera effectivement avec les démonstrations. Vous le savez, vous êtes un peu au cœur de tout ça, que vous soyez partenaire ou que vous soyez effectivement un acteur du retail. C'est un secteur qui est en totale transformation depuis toujours. Ces dernières années, ça s'est complètement accéléré, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies, et ça impacte vraiment tous les secteurs de l'entreprise. On travaille quotidiennement avec un certain nombre de retailers, on voit qu'il y a des problématiques au niveau de la supply chain, de la logistique, au niveau du paiement, au niveau du magasin, au niveau de l'encaissement, mais il y a un point central qui continue de dominer, c'est vraiment l'expérience client. Aujourd'hui, un retailer ne vend pas des produits, ils vendent une expérience. Et cette expérience, c'est ce qui va finalement créer cette diversité des différents acteurs sur le marché, qui va aussi engager, fidéliser les différentes audiences et les clients. Cette expérience client, on en a parlé tout à l'heure, il y a certains irritants qui sont présents depuis toujours, et le paiement en fait partie. Cette partie de la caisse, c'est quelque chose de central, on sait très bien que voilà, c'est un peu un frein à la vente, c'est un passage obligé à aujourd'hui. Et bien à aujourd'hui, on se dit comment est-ce qu'on peut améliorer finalement cette expérience client, en tout cas la finalité de cette expérience client qui est le paiement. Les piliers du développement mobile. Rapidement, des piliers qui sont aussi des freins à l'acculturation et aussi finalement au fait qu'on ne voit pas forcément un peu partout en France des solutions de paiement mobile chez les différentes enseignes qu'on peut côtoyer. Le premier, c'est la sécurité. Enfin, vous l'avez dit, vous en avez parlé. La notion de sécurité, quand je vais payer avec mon smartphone, qui est aujourd'hui une plateforme d'intermédiation de paiement qui est la plus communément utilisée, il est essentiel d'assurer une sécurité des données personnelles et bancaires. Le deuxième point, c'est l'accessibilité. Les technologies mobiles, il en existe énormément. Alors, au niveau des OS, vous allez me dire, il en existe deux. Majoritaires, si on prend Apple notamment d'un côté et si on prend Google de l'autre, qui sont les acteurs représentatifs de ces systèmes d'exploitation, de ces différents OS, mais derrière, il y a différentes versions qui existent. Les solutions mobiles doivent proposer aujourd'hui à tous la même accessibilité à l'application. Troisième point, l'efficacité. Vous avez aujourd'hui des cartes bancaires avec des fonctionnements assez simples. Vous avez un terminal, vous insérez votre carte, vous tapez un code, la transaction est terminée. Si vous utilisez des technologies sans contact, ça va encore plus vite. L'accessibilité, l'efficacité ici, c'est avant tout la capacité à reproduire avec le paiement mobile des fonctionnements assez simples. Et finalement, la robustesse. On en parlait aussi tout à l'heure, la capacité à assurer un fonctionnement optimal, et j'ai envie de dire quasiment à 100% dans toutes les situations. On le verra tout à l'heure, mais il y a un élément qui est essentiel lorsqu'on parle de paiement mobile, c'est l'accessibilité au réseau. Rapidement, l'état du paiement. Dans différents pays, des pays assez connus, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et la France, aujourd'hui les habitudes de consommation vont vers un paiement en liquide, essentiellement. Avec des tendances un peu différentes culturelles, notamment l'Allemagne, très attachée au billet physique. Et ensuite, vous avez les différentes cartes, les cartes de débit et les cartes de crédit. Et après, vous avez effectivement les autres moyens de paiement qui représentent des parts relativement importantes, notamment aux États-Unis, en France et au Canada. Est-ce que tu peux faire juste un focus sur la carte de crédit, la carte de débit? Il y a certains... en fait, c'est pas forcément un focus. L'étude qui a été lancée sur ce sujet différencier les deux. Parce qu'il y a effectivement des pays, notamment aux États-Unis, où on va plus favoriser les cartes de débit que les cartes de crédit. Donc là, c'est plus des données qui sont amalgamées, notamment. Et les autres, c'est quoi? Alors dans les autres, vous pouvez avoir les chèques, vous pouvez avoir effectivement le paiement mobile. C'est essentiellement ces deux moyens de paiement-là qui sont présentés. Je voulais juste, en fait, quand je te pose cette question-là, c'est juste pour te focus sur le fait que quand tu demandes aujourd'hui une carte Visa, parce que nous on parle vraiment de carte Visa, de carte Mastercard, en fait, quand on demande ça à notre banque, on ne sait pas forcément si on a une carte de crédit ou une carte de débit. C'est pour ça que je voulais... c'est vraiment... Et après, c'est culturel aussi. Il y a certains pays qui vont favoriser les cartes de débit et d'autres qui vont favoriser les cartes de crédit. Si le font, c'est pas nous forcément en tant que client qui le demandons. On peut solliciter d'avoir une carte. Quand on fait une demande, la plupart du temps, on nous donne une carte de crédit. En tout cas, culturellement en France. Après, ça dépend. Si, par exemple, si vous avez des enfants et qui arrivent à la majorité et vous souhaitez leur ouvrir un compte, vous pouvez accéder à des cartes de débit. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est je voulais un peu rebondir sur le niveau d'acculturation à ces solutions de paiement mobile, avec d'un côté le fait d'effectuer des achats, de régler des achats, enfin de faire des achats et de l'autre de payer les factures. Avec juste
3 éléments clés, le entendu et fait, déjà utilisé, le uniquement entendu, ou ni l'un ni l'autre. Quand on parle de l'acculturation, c'est-à-dire la connaissance des solutions de paiement mobile, on se rend compte qu'il y a quasiment 70%, en tout cas ici du panel, qui a connaissance de ces solutions. Lorsqu'on parle de l'utilisation, on est sur 30%, sur la notion de faire ses achats. Ce qui est intéressant ici de se dire, c'est qu'il y a encore un gros travail d'acculturation à faire. C'est pas pour rien que dans les enseignes Auchan, vous avez notamment des affiches qui vous sensibilisent au fait que maintenant vous pouvez payer par paiement mobile. Et au-delà de ça, sur cette frange de 40% qui représente ceux qui connaissent les solutions, eh ben, il y a aussi cette transformation à faire, c'est-à-dire leur dire, voilà, vous connaissez ces solutions, maintenant sautez le pas, allez-y, utilisez-les. Donc il y a 2 travails à faire qui sont importants et qui mèneront effectivement, comme le disait Dina avant, à une vraie utilisation par tout le monde de ces solutions de paiement mobile. On en parlait également avant. Une application de paiement mobile seule, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Selon une étude qui a une nouvelle fois été menée par PricewaterhouseCoopers, on se rend compte que pour 61% des personnes sondées, il est essentiel d'associer cette solution de paiement mobile à une fonctionnalité. Donc la fonctionnalité, ça peut être par exemple la carte de fidélité qui est associée directement, ça peut être des services qui sont associés, vous avez votre spécificité en tant que retailer, des produits que vous proposez et vous seul, et à ce moment-là, effectivement, associer cette fonctionnalité de paiement mobile à un service associé. Là, je vais faire plutôt un focus cette fois-ci sur le magasin lui-même. On a mené avec l'IFOP sur l'année dernière une étude sur le futur du retail, sur la manière dont finalement les consommateurs français allaient appréhender le magasin de demain. Il en ressort que pour 70%, 78% des personnes interrogées, les caisses auront disparu. On en parlait tout à l'heure, le parcours client, l'expérience client associée, c'est des choses qui vont complètement se transformer. Et pour les Français, il est clair que la caisse n'existera plus. Alors, derrière, différentes solutions, soit vous avez les extrêmes qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont plus des, j'ai envie de dire, des vecteurs de communication, ou plus des expérientiels, tels qu'on peut les voir avec Amazon Go. Et après, vous avez aussi cette capacité à payer n'importe où dans le magasin, avec cette fois-ci un vendeur qui intègre sur lui-même des tablettes, ou en tout cas des terminaux de paiement, qui leur permettent de payer n'importe où. Si on s'intéresse à ces 78%, et qu'on met en avant finalement une typologie client les plus intéressés, bon, ce qui leur sort clairement, et je pense que vous pouvez le comprendre facilement, c'est les jeunes générations. Les jeunes générations qui passent énormément de temps sur leur smartphone, on l'a vu précédemment, sont vraiment des générations qui sont les plus enclines à utiliser les solutions de paiement mobile. Pour capitaliser sur ce que je viens de dire, vous avez ici une représentativité des utilisateurs de paiement mobile segmentés en fonction des générations, donc ça remonte assez loin pour les générations silencieuses en l'occurrence. Donc les millennials, cette dernière génération, est très largement utilisatrice de ces solutions. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que la génération précédente est elle-même utilisatrice. Donc il y a quand même un panel d'utilisateurs, ou en tout cas, j'ai envie de dire une audience potentiellement touchable, intéressée et utilisatrice qui est relativement large. Et vous avez même ces baby boomers qui utilisent ce type d'application. Autre élément important. Petite question, ce que je comprends pas, c'est le parcours client quand on paye avec son portable dans un magasin, il n'y a plus de caisse. Si. À quel moment il y a un contrôle de quelque chose Un contrôle de je pars avec des marchandises que j'ai payées. Vous allez le voir tout à l'heure quand on va faire la démonstration, on va passer par les caisses. Il manque quelque chose. Que ce soit le self-service, enfin sur les caisses, ou que ce soit les caisses, j'ai envie de dire qualifiées de classiques, vous allez dans tous les cas passer en caisse, à aujourd'hui. Le contrôle produit. Par rapport à ce que vous présentez, j'ai une personne du magasin qui me conseille dans le magasin et on paye à ce moment-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La caisse, elle est où? Ah, il n'y a pas de caisse. C'est-à-dire, vous avez les produits sur vous, vous les scannez directement au niveau de la caisse, et après la personne sort du magasin. Donc il y a un contrôle à faire à un autre niveau pour effectivement s'assurer de l'effectivité des produits qui sont bien dans le panier au moment où la personne sort. C'est des choses qui sont actuellement en cours de test, notamment chez Decathlon ou chez d'autres enseignes, pour avoir cette capacité à payer n'importe où, sortir du magasin et être, en tous les cas, situé comme un consommateur unique par rapport aux produits que j'ai pu acheter. Vous l'avez d'ailleurs par exemple chez Decathlon, enfin c'est des prémices, mais vous allez chez Decathlon aujourd'hui, avant vous aviez ces caisses automatiques où vous passiez les produits. Aujourd'hui vous les posez simplement. Vous n'avez même plus besoin de les scanner, ils vont être reconnus automatiquement. C'est les prémices de ce qui va se passer un peu de... Même chez Apple, quand vous allez oui, prendre un produit, là vous passez même plus par une caisse, vous prenez le produit, vous le scannez, vous l'achetez, puis vous sortez du magasin. Mais clairement. Enfin, depuis toujours l'expérience client chez Apple était comme ça.
conseil il est obligé de sortir le produit. Ah non, même pas. Non, vous allez en rayon, vous prenez le produit, vous prenez l'application Apple Pay, vous le scannez, vous avez votre compte iTunes et vous repartez, mais sans passer par un vendeur. Personne ne vous dit rien. Personne ne vous dit rien. J'ai fait le test, vous prenez l'application, vous payez depuis votre compte iTunes, vous sortez. Ça doit désactiver quelque chose. Ouais, c'est ça. Oui, il y a des codes de sécurité. Il y a plus RFID qui est dedans. Bien sûr. C'est tellement plus valide. Raison aussi pour laquelle, notamment Decathlon travaille beaucoup sur le RFID et la capacité à l'intégrer sur chacun des produits. Mais là, on est sur des coûts associés qui sont quand même assez importants par rapport au prix unitaire des produits. Ça, c'est un exemple, et je l'entendais, et ce qui est clairement véridique, c'est par exemple Amazon Go utilise beaucoup l'intelligence artificielle d'un point de vue vidéo pour pouvoir situer et voir un peu quels sont les... tels qu'ils le faisaient à l'époque, c'est-à-dire la première version d'Amazon Go, où en gros, je n'avais besoin de rien faire. Aujourd'hui, je vais quand même scanner mon smartphone en rentrant dans le magasin pour ensuite pouvoir effectuer mes achats. Autre élément important de l'expérience client, c'est la notion de prix. Qu'est-ce que je suis prêt à faire aujourd'hui avec mon smartphone pour quel montant? Toujours selon une étude faite avec IFA, on se rend compte que les consommateurs français sont prêts à payer avec leur smartphone pour des montants inférieurs à 20 €. Des montants finalement assez symboliques. On peut d'ailleurs aujourd'hui payer simplement avec carte bancaire sans contact. Pour des montants allant de 20 à 100 €, on descend aux alentours de 29%, et pour des montants supérieurs à 100 €, on est plutôt sur du 15%. Donc il y a quand même cette valeur marchande qui est de se dire, moi j'utilise mon smartphone pour des choses pour acheter des produits qui n'ont pas une valeur extrêmement importante. Par contre, quand ça commence à être assez impliquant, je vais quand même être un peu réticent à l'idée d'utiliser mon smartphone. Et là, je voulais juste terminer avec cette slide en fait, qui montrait un peu comment se comportaient les différentes catégories d'audience par rapport au paiement sur cette catégorie du paiement inférieur à 20 €. Donc on se rend compte, alors d'où elle vient cette dichotomie assez importante entre les hommes et les femmes. Bon, je ne tenterai pas d'expliquer ici. On se rend compte qu'effectivement les jeunes générations sont les plus utilisatrices, on en a parlé tout à l'heure, les 18-24 ans, et qu'après vous avez quand même un consensus, ou en tout cas une utilisation assez homogène de l'utilisation des solutions de paiement pour payer. Depuis 25 ans jusqu'à 65 ans et plus, on s'approche des 50%. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'horizon 2025, donc quand même assez lointain, finalement toutes les générations confondues sont d'accord pour dire que ce sera le moyen de paiement le plus communément utilisé, qu'ils l'utiliseront quotidiennement finalement pour des montants inférieurs à 20 €. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les générations de 65 ans et plus, pour eux, c'est complètement acté. Je pense que d'ici 2025, ils n'utiliseront que leur smartphone pour payer, en tout cas sur des montants inférieurs à 20 €. Donc pour résumer, on a aujourd'hui un paiement mobile qui est, si je devais me situer au niveau de la France, toujours en cours d'adoption. Donc il y a effectivement ces deux phases importantes. Il y a quasiment 70%, on va dire, si on se réfère aux études menées, qui sont conscients de la possibilité de payer avec son smartphone. Donc il y a toujours un travail à faire sur ces 30% pour leur démontrer la faisabilité de payer avec son smartphone. Et puis après, il y a ceux qui connaissent et qu'il faut transformer finalement en utilisateurs. Il y a aujourd'hui de nombreux acteurs sur le marché, on en parlait, nous on est partenaire avec l'AFP notamment, mais il en existe beaucoup d'autres. Alors issus de différents univers, vous avez des pure players tels que l'AFP par exemple, et puis après vous avez des acteurs type Apple. Et quels sont les acteurs en Asie? En Asie, vous avez WeChat et Alipay. Ouais, ce sont les deux solutions. C'est pas l'équivalent de l'AFP? Non, pas forcément. Après, c'est des solutions, alors bon, voilà, il y a l'AFP, on est d'accord, c'est des solutions qui sont relativement intéressantes sur le marché français par rapport au tourisme. Donc, vous avez énormément de grandes enseignes, sans les citer, qui proposent des corners dans les magasins, qui vont faire le choix de solutions WeChat ou Alipay. Pourquoi? Parce que les consommateurs asiatiques sont très largement habitués à ces solutions-là. Donc ça aussi, c'est un challenge pour les pure players de pouvoir derrière imposer leurs solutions. J'ai envie de dire, la concurrence ne vient pas forcément d'Apple, d'Amazon, de Google, etc., mais plus de ces concurrents asiatiques qui s'imposeront très rapidement aussi sur le marché. Les jeunes générations avant tout, on l'a dit, les très jeunes générations sont les plus utilisatrices et consommatrices de solutions de paiement. Il ne faut pas oublier, finalement, en dernier élément, de répéter que le paiement, c'est vraiment l'irritant de l'expérience client, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler tous les jours pour proposer quelque chose de singulier et différenciateur sur le marché. Vous avez des questions? Donc, si vous en avez, on les réservera. Merci Mathieu. Merci.